Hello, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de mon podcast Du miel dans tes oreilles. Bonne écoute. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de ce que c'est que d'être malade chronique, de vivre en étant malade chronique, d'avoir un handicap invisible, etc., etc. Et je vais essayer de vous dépeindre un petit peu le quotidien dans ma vie en tant que personne malade chronique. Alors avant toute chose, il faut savoir que ce que je vais décrire, c'est ce que moi je vis en tant que personne, je suis unique. Donc ce n'est pas parce que je vis quelque chose que d'autres personnes vivent la même chose. Et les maladies dont je suis atteinte sont des maladies qui sont aussi très personnelles et très personnalisées entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a autant de malades qu'il y a de... Enfin, autant de maladies qu'il y a de malades. C'est-à-dire qu'une personne qui a la même maladie que moi ne va pas du tout avoir les mêmes symptômes ou réagir pareil que moi. Donc c'est pas un guide pour comprendre qui est une vraie personne malade et qui n'est pas une vraie personne malade, parce que sur les réseaux sociaux il y a beaucoup de chasse aux sorcières comme ça, notamment depuis l'apparition de Morgan Makeup, etc. De gens qui sont là en mode non mais elle est pas vraiment malade, elle a pas vraiment une fibro, moi j'ai telle maladie et je suis comme ça, moi j'ai telle maladie et je suis comme ça. Combien de fois j'ai lu des commentaires sous les vidéos de Morgan Makeup en mode moi j'ai une fibromyalgie et je suis en fauteuil roulant, elle a pas de fibromyalgie, moi j'ai une fibromyalgie, je suis pas capable de danser comme elle le fait, elle a pas une fibromyalgie, elle ment. Bah moi j'ai une fibromyalgie, je suis capable de danser, je suis capable de conduire, je suis capable de courir, je suis capable de sauter, parce que c'est une maladie qui est très différente d'une personne à l'autre, qui ne se déclenche pas pareil et qui ne se voit pas pareil chez tout le monde. Donc arrêtez vos chasses aux sorcières à la con. Certaines personnes ont une fibro, vous ne le remarquez peut-être pas, ça ne se déclenche peut-être pas pareil que chez vous ou chez vos proches, mais ça veut pas dire que la personne n'est pas malade, et ça ne veut pas dire que vous êtes compétent pour décréter si une personne est malade ou non. Bref, reprenons. Alors moi j'ai une thyroïdite d'Hashimoto, le facteur 5 Leiden, le SOPK et la fibromyalgie et une colopathie fonctionnelle. Si jamais ça vous intéresse, dites-moi, je pense que je ferai un podcast dédié à mon parcours de santé entre guillemets, les diagnostics, les examens que j'ai réalisés, etc. etc. Parce que je pense pas que ça vous intéresse dans cet épisode-là. D'ailleurs, je vais vous mettre un petit sondage à la fin du podcast, je pense, pour savoir ce que vous en pensez niveau durée. Parce qu'il y a des podcasts qui durent beaucoup plus longtemps. Par exemple, j'écoute des podcasts qui durent parfois 2 heures. Et à contrario, moi mes podcasts font plus entre 15 et 45 minutes. Donc j'ai bien envie de savoir ce que vous en pensez niveau durée. Est-ce que vous préférez les podcasts assez courts ou est-ce que vous préférez les podcasts très longs? Voilà, je clôt cette parenthèse là. Il faut bien savoir aussi que ce dont je parle aujourd'hui, c'est ce dont je parle aujourd'hui. C'est pas forcément la manière dont je vivais il y a 2 ans et c'est pas forcément la manière dont je vivrai dans 2 ans. Les maladies que j'ai ne sont normalement pas dégénératives, enfin c'est pas des maladies qui sont censées s'aggraver, mais on sait que dans la plupart des cas ça s'aggrave, on ne sait pas forcément à quelle vitesse, on ne sait pas forcément à cause de quel facteur, etc. etc. Mais depuis que je suis malade, on constate une aggravation tout de même au niveau de mes symptômes. Après, est-ce qu'il va y avoir un pic d'aggravation à un moment ou à un autre? Est-ce que ça va se calmer? Est-ce que ça peut se résorber? Ça, on n'en sait rien, je n'en sais rien. Je peux vous faire une petite liste des symptômes que j'ai ou que j'ai eu. Après, je vais vous détailler un petit peu plus ce que je ressens vraiment au quotidien, entre guillemets. Et vous m'excuserez pour le bruit, il n'y a jamais de voiture, mais alors aujourd'hui, c'est un grand prix de voiture dans ma rue, quoi. Alors, les symptômes de mes maladies, de mes différentes maladies, donc tous les symptômes auxquels je suis sujette combinés sont les suivants. La fatigue, l'infertilité. Donc l'infertilité, c'est différent de la stérilité. La stérilité, c'est l'incapacité totale d'avoir un enfant naturellement. Par exemple, une femme à qui on a enlevé l'utérus, elle est stérile. Elle ne peut pas avoir d'enfant parce qu'elle n'a pas l'organe nécessaire pour avoir un enfant. Moi, je suis infertile, donc je pourrais avoir un enfant. Après, on n'est pas sûr que ça va fonctionner naturellement. On peut pas garantir que ça va fonctionner, mais on peut pas non plus garantir que ça va pas fonctionner. L'aménorrhée, alors l'aménorrhée c'est le fait de ne pas avoir de règles. D'ailleurs très étrangement j'ai eu mes règles ce week-end. Voilà, donc j'ai une petite application où je le note. Ça faisait des années que j'avais pas eu des vraies règles. Alors est-ce que c'était des vraies règles? Je ne sais pas. Ça on y reviendra aussi si ça vous intéresse quand on parlera du SOPK, parce que c'est pareil, avoir des pertes de sang ce n'est pas forcément avoir des règles, parce que les règles surviennent forcément après une ovulation. Si ça ne survient pas après une ovulation, c'est pas vraiment des règles, c'est juste du spotting. Donc est-ce que j'ai eu des règles très légères pendant 4-5 jours ou est-ce que j'ai juste eu du spotting? On sait pas, je ne sais pas. On verra bien, peut-être que dans un mois ça va se reproduire et que là je me dirai waouh, trop bien, des vraies règles. Mais bref, depuis toujours quasiment, je souffre d'aménorrhée et donc l'aménorrhée c'est le fait de ne pas avoir de règles. Je crois que l'aménorrhée c'est à partir d'un cycle de 90 jours, je crois, quelque chose comme ça. Je crois que c'est à partir de 90 jours sans règles, on est décrété en aménorrhée. Je vais aller vérifier tout de suite.
Ouais, c'est ça. L'aménorrhée primaire correspond à l'absence de règles à l'âge de 15 ans chez des patients qui ont une croissance normale des caractères sexuels secondaires, donc une femme de 15 ans qui a déjà un corps de femme, entre guillemets, de 15 ans, qui n'a pas encore ses règles, c'est de l'aménorrhée primaire. Tandis que l'aménorrhée secondaire consiste dans l'absence de règles pendant 3 mois en cas de cycle menstruel régulier ou pendant plus de 6 mois en cas de règles irrégulières. Donc si jamais d'habitude tu as tes règles de manière totalement régulière et que d'un coup tu n'as pas tes règles pendant 3 mois minimum, c'est de l'aménorrhée. Et si jamais tu n'as pas tes règles de manière régulière et que pendant une période de plus de 6 mois tu n'as pas tes règles du tout, c'est de l'aménorrhée aussi. Ensuite, j'ai divers troubles, entre guillemets, donc troubles du sommeil, troubles de la libido, troubles digestifs. Troubles de la libido, ça a été beaucoup pendant un temps, mais ça s'est vachement régulé. Troubles du sommeil aussi. Pendant un moment, j'avais beaucoup de mal à m'endormir. J'ai encore des périodes où j'ai beaucoup de mal à m'endormir, d'angoisse liée à l'endormissement et donc beaucoup de cauchemars, d'insomnie, etc. Mais franchement, ça va beaucoup mieux. Les troubles digestifs, c'est lié aux crises avec le côlon irritable. Donc ça va être des choses qui ne sont pas digérées du tout. Ça va être des diarrhées très douloureuses, des crampes abdominales extrêmement douloureuses qui réagissent notamment au stress. Donc ça c'est lié aussi aux crises que je peux avoir, des crises d'angoisse, des crises de douleur au niveau du côlon, des crises de douleur, des crises de fatigue, etc. Parce que c'est souvent cyclique, tu le sens venir, tu sens que ça va pas, tu sens que tu tires sur la corde et d'un coup ça craque et tu te retrouves à être hyper fatigué, à avoir mal partout, à aller aux toilettes 10 fois par jour, enfin c'est vraiment, c'est par vague en fait. Ouais, c'est vraiment des vagues de symptômes. La prise de poids évidemment, l'alopécie c'est le fait de perdre ses cheveux ou ses poils, donc moi je perdais beaucoup mes cheveux, mes sourcils et mes cils, ça va beaucoup mieux depuis que je prends des compléments alimentaires pour contrer l'alopécie, mais avant j'avais des trous vraiment dans les poils et dans les sourcils et dans les cheveux, c'était hardcore. Ensuite, on a évidemment les fatigues chroniques, douleurs neuropathiques. Alors, douleurs neuropathiques, il faut que je vous trouve la définition aussi parce que c'est un peu scientifique. La douleur neuropathique est une douleur causée par une lésion des voies sensitives, canalopathie des canaux calciques du système nerveux central ou périphérique. Mais du coup, c'est pas forcément cette définition-là que je cherchais parce que moi, je n'ai pas de lésion. J'ai des douleurs qui sont liées à rien en fait. Donc en fait, moi j'ai des douleurs chroniques qui ressemblent à des douleurs neuropathiques, mais vu que je n'ai pas de lésion des nerfs, c'est pas vraiment des douleurs neuropathiques, parce qu'en fait dans le cadre de la fibromyalgie, il y a des douleurs, mais qui ne sont pas réelles, entre guillemets. C'est le corps qui interprète mal les signaux de douleur, c'est le cerveau qui interprète mal les signaux de douleur, mais il n'y a pas de réel endommagement des nerfs ou des tissus, etc. Mais par contre, pour ce qui est de la définition des douleurs neuropathiques, ça va être effectivement des sensations de brûlure, de picotement, d'engourdissement, de fourmillement, de chaud, de froid ou de douleur tout court, des décharges électriques, comme des crampes, comme des bleus, enfin voilà, des douleurs diverses et variées, constantes. Après, on a pareil, entre guillemets, les phases dépressives et les phases maniaques qui ne sont pas liées à un trouble bipolaire ou borderline, mais qui sont aussi liées à la fibro notamment ou à Hashimoto, parce que j'ai pas de trouble psychique, mais par contre, je vais avoir des symptômes réels qui se rapprochent d'une vraie maladie psychique entre guillemets. Donc par exemple, je vais aussi avoir des phases dépressives. J'ai jamais été diagnostiquée en dépression, je ne pense pas avoir jamais été en dépression, mais par contre j'ai des phases où tout est noir, voilà, c'est des phases totalement noires de ma vie, où je pourrais être en dépression et en phase limite suicidaire par moment. Et à contrario de ces phases dépressives, il y a des phases maniaques où tout va bien, tout va dans le meilleur des mondes, j'arrive à tout faire, j'ai une énergie de folie, je peux tout faire, je peux tout accomplir, rien ne m'arrêtera jamais. Et ça oscille entre les deux en ayant des phases normales au milieu. Et fort heureusement, depuis que j'ai soigné une partie de ma psychologie justement grâce à l'EMDR et à ma psy et à tout le travail que j'ai fait sur mon mental, ça va beaucoup mieux de ce côté-là, je suis beaucoup plus linéaire et beaucoup plus calme. Après, il arrive toujours qu'il y ait des phases où tout va mal et des phases où tout va bien, mais ça aussi beaucoup moins qu'avant et c'est quand même beaucoup plus soft qu'à une certaine période. Après, pour revenir avec l'infertilité, on a aussi des risques liés à la grossesse, notamment des risques de fausses couches et des risques de mauvais développement embryonnaire. Donc ça, évidemment, ça me terrorise. On a aussi des risques de phlébite avec le facteur 5 Leiden. C'est le plus gros risque que j'ai avec le facteur 5. C'est la maladie qui m'handicape le moins aujourd'hui. Enfin, elle ne m'handicape pas du tout d'ailleurs.
Je peux juste pas prendre certains traitements et faire attention à certaines choses que je fais au quotidien. Et voilà, et faire attention aux signes de phlébite justement, parce que si je fais une phlébite, bah ça peut être grave, parce que ça peut conduire à une embolie pulmonaire, etc. etc. Mais je touche du bois, je touche du singe, je n'ai jamais eu de phlébite pour l'instant. Ensuite, on a aussi les pertes de mémoire, pertes de concentration, troubles de l'élocution. Donc ça, c'est pareil, c'est cyclique, c'est par phase, c'est par vague. Il y a des périodes où j'ai aucune mémoire, je me souviens de rien, je ne trouve pas mes mots, je bégaye, ça m'énerve. Mais ça m'énerve parce que je me sens vraiment diminuée quand je suis plus capable de parler. Mais il y a des périodes où vraiment je bégaye, je trouve pas mes mots, faut que je réfléchisse à fond pour trouver un mot. J'ai aucune mémoire, je me souviens pas de ce qui s'est passé, je me souviens pas de ce que j'ai dit, je me souviens pas d'un détail qui est pourtant important. Donc j'ai vraiment une mémoire qui est très défaillante sur beaucoup de choses. J'ai parfois beaucoup de mal à me concentrer, donc à t'écouter quand tu me parles, à rester concentré sur un film, etc. C'est très compliqué pour moi. Il y a des périodes... En fait, tout est par période. Il y a des périodes où je peux me concentrer très aisément sur plein de choses, et il y a des périodes où je suis incapable de me concentrer plus de 2 minutes sur la même chose, quoi. Et les troubles de l'élocution, c'est pareil. Parfois, j'arrive à parler très bien. Là, ça fait 10 minutes que je parle, sans trop de soucis, sans trop bégayer. Et il y a des fois où, sur une journée entière, j'arrive pas à aligner 3 mots, parce que je raconte que de la merde, je bégaye, je perds mes mots. Voilà, j'arrive pas à articuler, et c'est chiant, quoi. Il y a beaucoup d'avions aussi qui passent au-dessus de moi aujourd'hui, c'est très chiant. Et on finit avec la tachycardie, donc ça va être le fait d'avoir l'impression que le cœur bat très vite. Donc ça, j'ai vérifié plusieurs fois auprès d'un cardiologue parce que j'avais vraiment l'impression d'avoir un problème cardiaque et en fait pas du tout. Donc c'est pareil, ça va être par phase, quand il y a des gros pics de fatigue, etc. Je vais faire un peu de tachycardie, mais ça dure jamais très longtemps, j'arrive à le calmer tout seul et voilà, et après avec ça j'ai aussi de la transpiration, des bouffées de chaleur qui vont être parfois excessives, mais c'est pareil, c'est vraiment par phase. En fait c'est ça qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment par phase, c'est-à-dire que je ne transpire pas tous les jours énormément, je n'ai pas de bouffées de chaleur tous les jours, mais des fois sans que tu saches pourquoi, je vais mourir de chaud sans aucune raison, et je vais transpirer, mais je vais transpirer à grosses gouttes comme s'il faisait 45 degrés, alors que parfois il fait pas chaud du tout quoi. Et pareil avec les brûlures et les fourmillements, ça c'est de plus en plus. J'ai de plus en plus de fourmis dans les bras, dans les pieds, dans les jambes, dans les fesses, dans les doigts. Enfin, j'ai vraiment énormément de fourmillements. Et ça, c'est un des symptômes qui est le plus présent en ce moment. Avec la douleur et la fatigue, mais en fait ça tourne. Avant j'avais jamais ça, les bouffées de chaleur pendant une période c'était hyper fréquent et maintenant j'en ai quasiment plus, donc en fait c'est hyper cyclique, donc c'est très difficile de s'habituer à ces symptômes là. En fait, ce qui est difficile dans mon cas, c'est que c'est vraiment aléatoire. En fait, c'est ça, c'est aléatoire. Donc, des fois, tu te réveilles le matin, tout va bien, et puis en fait, le lendemain, tu te réveilles et t'as mal partout, t'es pas capable de te lever pour aller aux toilettes. Des fois, je suis capable de passer 1 heure sous la douche, de me raser, de me laver les cheveux, tout ça. Et des fois, rien que me laver les dents, c'est un calvaire tellement ça me fait mal. Donc, c'est très aléatoire, c'est très difficile, je peux pas prévoir. Des fois, j'essaye de prévoir et de me dire, ok, je me repose à fond, comme ça, tel jour, j'arriverai à faire telle chose, mais ça marche pas forcément comme ça. Des fois, j'ai beau me reposer à fond, je suis quand même pas assez reposée pour faire ce que j'ai envie de faire. Et des fois, je prévois de faire un truc et je sais que ça va me tuer. Et finalement, ça va. Là, le mariage de ma sœur, par exemple, en vrai, ça a été hyper intense émotionnellement et physiquement. J'ai eu très mal samedi, j'ai été très fatiguée samedi. Et au final, dimanche, lundi, ça va, tu vois, alors que je m'attendais à bien pire. Je m'attendais à avoir hyper mal, je m'attendais à être hyper fatiguée. Et en fait, c'est largement supportable, mais en fait, je peux pas prévoir. Je peux toujours prévoir le pire. Donc là, pour le pour le mariage de ma sœur, j'avais prévu que ça allait être horrible et donc j'ai prévu de ne rien faire cette semaine. J'avais prévu énormément de fatigue, énormément de douleur, énormément d'irritabilité, donc je n'ai rien prévu cette semaine. Au final, c'est mieux que ce qui était prévu, donc tant mieux. Mais je préfère ça que l'inverse, parce que quand je prévois trop de trucs et que je suis pas capable de les accomplir, je suis obligée d'annuler, je suis obligée de décommander et c'est chiant pour tout le monde. Et ça m'énerve d'être obligée de décommander et d'annuler des choses parce que je me sens encore diminuée un peu plus, chose que je déteste. Parce que bien évidemment, le plus dur dans le fait d'être malade chronique et handicapé, c'est vraiment la perte d'indépendance. C'est le fait d'avoir besoin des autres, c'est le fait de devoir rappeler qu'on n'est pas pareil, qu'on n'est pas câblé pareil et qu'on a besoin d'une attention particulière. C'est tout con, mais devoir rappeler à ses proches, s'il te plaît, tu peux marcher moins vite parce que j'arrive pas à marcher à ta vitesse. Et puis non, je suis désolée, je vais pas rester jusqu'à 23h moi, parce que là il est déjà 20h et je suis déjà crevée, donc je vais être obligée de rentrer chez moi. Et parfois il y a des réflexions qui sont un peu culpabilisantes de la part des gens. Les gens font pas exprès, tu peux pas leur en vouloir, tu vois, quand on te dit oh mais non t'abuses, reste plus longtemps. Bah ouais, je sais que j'abuse, mais j'y peux rien en fait, c'est pas mon choix. Si ça dépendrait que de moi, ouais, je ferais la fête avec toi jusqu'au bout de la nuit, mais tu peux pas toujours. Et c'est très compliqué de conjuguer avec ça parce que vu que des fois ça va bien,
Les gens savent jamais si tu vas bien ou si tu vas pas bien. Et toi-même, tu ne le sais pas parce que ça peut aller très bien à 17h et aller très mal à 20h, t'en sais rien. Donc c'est vrai que les gens sont toujours en train de jongler. Toi-même, t'es toujours en train de jongler avec ce que tu ressens. Et c'est très fatigant de devoir toujours expliquer ce qu'il y a, de devoir essayer de prévoir et de sentir venir alors qu'en soi tu peux pas le faire, mais c'est vrai que c'est très fatigant parce que il y a ce côté invisible et ce côté oubli. Les gens oublient que tu es malade, les gens oublient que t'as mal, les gens oublient que t'es fatigué et tu peux pas leur en vouloir parce que peut-être que la semaine dernière bah ça allait super bien et t'avais aucun signe de maladie, alors bah ils oublient qu'en fait il y a des signes de maladie, tu vois. Donc en vrai je pense que c'est ça le plus compliqué parce que accepter la maladie avec soi-même c'est très dur, hein, faire le deuil de faire le deuil de la bonne santé, accepter qu'on est une personne malade, etc. C'est extrêmement dur, je l'ai pas encore fait tout à fait d'ailleurs. Faut que je dépose mon dossier MDPH, mais c'est encore un pas de plus dans l'acceptation de la maladie, donc je suis pas encore capable, faut que je le fasse, mais j'y arrive pas. Mais en soi, avec soi-même, ça va. Enfin, moi, je sais qu'il y a des jours où ça va pas, bah, il y a des jours où ça va pas, tant pis. Aujourd'hui, j'ai besoin de dormir, bah, aujourd'hui, je dors, et puis voilà, c'est tout, c'est pas grave. Mais les gens autour ne le comprennent pas, et t'es tout le temps obligé de justifier, t'es tout le temps obligé d'expliquer. Mais c'est normal d'être obligé de justifier et d'expliquer, parce que les gens oublient, parce que toi-même, des fois, t'oublies, parce que toi-même, des fois, tu te dis, ah, mais c'est bon, je vais faire ça aujourd'hui. Et parce que toi-même, t'as oublié que t'en étais pas capable, en fait. Et, euh, et le plus dur lié à la fatigue et aux douleurs, c'est du coup l'humeur et l'irritabilité qui va avec. Parce que forcément, quand t'as mal tout le temps, que t'es fatigué tout le temps, que t'es tout le temps obligé de te justifier, que t'es tout le temps obligé de rappeler aux gens que oui, je suis souffrante, c'est hyper frustrant, c'est hyper énervant, c'est hyper triste. Enfin, vraiment, psychologiquement, c'est pas facile du tout, je trouve. Après, c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Mais je sais que moi, il y a des périodes où vraiment je supporte pas. La douleur me fait devenir folle, littéralement. La douleur me fait haïr le monde entier. Et c'est hyper dur d'avoir mal et d'être fatigué, donc tu pleures sans forcément de raison. Enfin, c'est hyper compliqué, mais le plus dur, je pense, effectivement, c'est l'ambivalence, en fait. C'est le côté aléatoire. C'est-à-dire que c'est pas... Il y a des jours où tu peux marcher 6 kilomètres et il y a des jours où tu peux pas marcher 300 mètres. Ah, mais les gens, ils font comment pour savoir, tu vois? Donc t'es tout le temps obligé de rappeler. Et c'est normal que tu sois obligé de rappeler, mais t'as la flemme de rappeler, tu vois. T'aimerais que les gens ils puissent deviner, mais ils peuvent pas deviner. Parce que c'est chiant de toujours rappeler que ah oui, attendez les gars, moi je suis malade, alors aujourd'hui c'est pas possible. Alors tu le fais parce qu'il faut, parce que les gens te comprennent. Je veux dire, moi mes proches ils me comprennent, ils m'entendent et ils me jugent pas. Mais c'est fatigant de devoir rappeler, tu vois. Ouais, t'aimerais que les gens devinent, mais c'est pas possible. Les gens peuvent pas deviner, parce que toi-même tu peux pas deviner. Mais je pense que c'est vraiment le plus dur quand on est malade chronique. Enfin, dans mon cas et sur mon vécu personnel en ce moment, c'est le plus dur. Après, évidemment, la fatigue et la douleur. Pardon, en parlant du loup. La fatigue et la douleur, c'est très compliqué, mais c'est... J'arrive à l'appréhender, entre guillemets, parce qu'effectivement, bah, quand je suis fatiguée, je dors, quand j'ai mal, je dors, et puis voilà. T'arrives à anesthésier un petit peu la douleur, parce que j'ai pas trop d'autres... j'ai pas trop d'impératifs, entre guillemets, parce que j'ai du bol, je travaille à la maison. Quand je travaillais pas à la maison, c'était beaucoup plus compliqué pour moi. Quand j'avais des impératifs, bah, c'est beaucoup plus difficile de gérer la douleur et la fatigue. Mais c'est sûr que moi je donnerais tout pour avoir une journée où j'ai pas mal, ça n'existe pas, tu vois. Soit on en parle, les gens me disent ah mais t'as mal tous les jours. Bah ouais, j'ai mal tout le temps. J'ai mal tous les jours de la vie, j'ai mal tous les jours qui existent, j'ai mal constamment. J'ai toujours mal quelque part. Il n'y a pas une seconde dans ma vie où j'ai pas mal. Et il y a des gens qui, eux, n'ont jamais mal. Et du coup, t'as une forme de jalousie, entre guillemets. Et moi, je donnerais tout pour vivre une journée où j'ai pas mal du tout. Genre zéro douleur. Oh, ce serait merveilleux. Mais voilà, c'est... En même temps, je m'apitoie pas sur mon sort parce que oui, c'est triste, oui, c'est chiant, oui, c'est énervant. Bah, c'est comme ça, tu vois. Donc, souvent, quand je dis que j'ai des douleurs chroniques, les gens après me disent ah, mais pourtant, t'arrives à faire ça, je croyais que t'avais des douleurs. Ah, mais t'arrives à te lisser les cheveux, je croyais que t'avais des douleurs. Bah, ouais. Pardon. Bah, voilà, je couperai pas ça au montage, vous aurez les bâillements. Mais, mais ouais, j'ai des douleurs et je m'empêche pas de faire ce que j'ai envie de faire à cause de la douleur parce que sinon on s'en sort pas. Sinon bah je m'empêche de marcher, je m'empêche de promener les chiens, je m'empêche de manger, je m'empêche d'avoir des relations sexuelles, je m'empêche de dormir, je m'empêche de me coiffer. Enfin, en fait si je me laisse régir par la douleur, je peux plus rien faire. Je me laisse déjà assez régir par la douleur en enlevant certaines choses. Mais si je combats pas la douleur par moment, bah c'est pas possible. Alors après je peux combattre la douleur tout le temps, hein. Je peux, mais c'est épuisant. C'est-à-dire que
Quand Julien il était alité, je combattais la douleur parce que j'avais pas le choix. Fallait promener les chiens, fallait s'occuper de Julien, fallait faire à manger, fallait faire le ménage, fallait aller faire les courses, fallait tout gérer toute seule. Donc je faisais ce que j'avais à faire. Donc la douleur, tu la mets de côté, tu la supportes, tu la gères, tu l'enregistres, tu l'absorbes. T'absorbes la douleur, mais c'est tellement fatigant d'absorber la douleur pour ne pas la laisser faire ce qu'elle a à faire. La douleur, elle est gérable, mais la quantité d'énergie qu'il faut pour être capable de gérer la douleur, c'est indescriptible. C'est-à-dire qu'une journée à essayer de masquer complètement la douleur, c'est une semaine entière de travail. Enfin, je sais pas comment expliquer la comparaison, mais c'est tellement plus simple d'accepter la douleur, de la vivre et de la laisser couler. Et par exemple, quand t'es pas capable de marcher, de ne pas marcher et de te reposer à la place plutôt que de te forcer à marcher. Parce qu'en fait, quand je laisse faire la douleur et que je me laisse faire par la douleur et que si j'arrive pas à marcher parce que j'ai trop mal, je ne marche pas, j'ai la douleur physique plus la fatigue habituelle. Si jamais je contre la douleur pour marcher malgré la douleur lorsque je dois marcher, je marche, donc j'oublie la douleur physique, mais j'ai la fatigue habituelle plus la fatigue de devoir gérer la douleur. Et la douleur est plus facile à gérer que la fatigue. Parce que la fatigue, parfois, tu peux juste pas. En fait, la douleur, t'arrives à peu près à masquer, la fatigue, tu peux pas. Quand il faut que tu dormes, tu dors. Tu ne peux pas ne pas dormir. Moi, ça m'est déjà arrivé de m'arrêter sur l'autoroute alors que ça faisait que 20 minutes que je conduisais parce qu'il fallait que je dorme. Et je dormais 2 heures. Il y a des périodes où t'arrives à retarder l'échéance. Mais quand je conduis, par exemple, je sais que c'est hyper dangereux. Donc quand je conduis et que je suis fatiguée, je m'arrête et je dors. Tant pis si ça fait 20 minutes que je conduis et que je vais dormir 2 heures. Mais la douleur, tu peux beaucoup moins la gérer que la fatigue, tu peux beaucoup moins la gérer que la douleur. La douleur, tu peux marcher sur une entorse. Ça fait mal, mais tu peux marcher sur une entorse. Rester éveillé quand t'as besoin physiquement de dormir, c'est quasi impossible. Et tous les gens qui ont déjà connu une réelle fatigue le savent. Quand tu es vraiment fatigué, tu dors debout, tu dors au volant, tu dors en mangeant, tu dors en prenant ta douche. C'est quasi impossible de passer par-dessus la fatigue. La douleur, c'est jouable, la fatigue, c'est pas jouable. Donc à chaque fois que je masque la douleur, je me rajoute de la fatigue. Et la fatigue, c'est ce qu'il y a de plus difficile à gérer. Donc j'essaye de ne pas trop rajouter de la fatigue à ma fatigue. Je sais pas si c'est compréhensible. Ça va, les avions, les tracteurs, les voitures, tout ça, là, c'est un balai de pots d'échappement et de bruit dans la rue, quoi. On n'en peut plus. Ils sont tous en train d'essayer d'écouter le podcast en avant-première. Voilà, c'est ça ma vie de personne douleur chronique, c'est d'être diminuée parfois, devoir demander de l'aide pour s'habiller, devoir demander de l'aide pour enfiler son maillot de bain. J'ai déjà failli demander de l'aide pour m'essuyer, tellement j'avais mal, j'arrivais pas à m'essuyer après avoir fait la grosse commission parce que j'avais trop mal à l'épaule. C'est ne pas réussir à dormir dans certaines positions, c'est ne pas avoir la vie sexuelle dont tu rêves parce que il y a des choses que tu peux pas faire, tu vois. C'est ne pas pouvoir manger parfois, parce que manger c'est douloureux aussi. C'est compliqué pour les proches, c'est compliqué d'avoir des amitiés, c'est compliqué de tenir un couple en étant malade. Alors c'est important d'être bien entourée, j'ai de la chance parce que je suis bien entourée, mais ça se fait pas tout seul. Faut poser ses limites, encore plus quand on est malade, donc si jamais t'as des soucis avec ça, je t'invite à écouter mon podcast à ce sujet. Puis voilà, en attendant, on vit avec, je travaille quand je peux travailler, je dors quand j'ai besoin de dormir et le reste du temps, je me laisse porter en essayant de profiter au maximum de la vie, malgré les mauvais côtés qu'il peut y avoir. Et j'essaie surtout de profiter des bons côtés que la vie me laisse obtenir, malgré les douleurs et la fatigue. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram ou un mail, comme d'habitude je répondrai à tout le monde. Si vous voulez répondre au sondage que je vais mettre dans le podcast, ce sera avec plaisir. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter, n'hésite pas à noter le podcast, à mettre le nombre d'étoiles qui te correspond, à mettre un petit commentaire, un petit like ou que sais-je. N'hésite pas à t'abonner à mes réseaux sociaux, à partager ce podcast à tes proches. Et en attendant, je te fais des bisous et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode de mon podcast, Du miel dans tes oreilles.